Pendant 80 ans, elle s'est tue sur ce qu'elle avait vu dans la maison d'Adolf Hitler. La femme de chambre Elisabeth lui servait du café et effaçait les traces de ses bottes, tandis qu'au Berghof, la résidence privée de Hitler en Bavière, étaient rédigés des ordres secrets et prises les décisions stratégiques les plus importantes du Führer. Personne ne savait que, derrière les portes des salons chaleureux, se préparèrent des documents menant à des arrestations et à des déportations de masse. En 1943, Elisabeth, âgée de 22 ans, arriva de Salzbourg pour travailler comme femme de chambre dans la propriété du Führer. Le Berghof n'était pas une base militaire, mais un lieu isolé réservé aux réunions entre Hitler et le haut commandement du Troisième Reich. C'est là que l'on discutait des plans d'attaque et que l'on signait des ordres concernant les éléments indésirables et les camps de concentration. Les habitants locaux ne voyaient que la façade de la villa et n'imaginaient jamais quel rapport les officiers apportaient à Hitler. Chaque matin, Elisabeth entrait dans les bureaux ornés de meubles massifs et de portraits des ancêtres d'Hitler, sans se douter que le destin de milliers de personnes s'y décidait. Elle voyait le Führer feuilleter lentement des documents roulés et entendait les pas précipités des officiers venant faire signer les dernières ordonnances. Le soir, les femmes de chambre discutaient des ordres étranges et n'osaient croiser le regard du maître. Un simple geste mal interprété pouvait être fatal. Dans cet épisode, vous découvrirez comment, au Berghof, étaient rédigés les documents de répression, quelles procédures étaient utilisées pour enregistrer les victimes, et quels terribles souvenirs Elisabeth a conservés en silence durant toutes ces années. Au Berghof, la journée était strictement réglementée. Les femmes de chambre commençaient à nettoyer les bureaux à 8 heures du matin, se relayant selon un planning rigoureux afin que le Führer ne reste jamais sans surveillance. À midi et à 19 heures, on livrait à la résidence des portions de bouillon de légumes et des encas simples, un menu immuable auquel le personnel était habitué. Des courriers circulaient en permanence sur le domaine, apportant des rapports de l'état-major, assurant un flux documentaire sans interruption. Les secrétaires tenaient des registres, notant les noms de ceux qui arrivaient ou repartaient, bien que la majorité des réunions se tenaient à huis clos dans les bureaux du haut commandement. Les discussions près de la cheminée semblaient anodines, mais chaque rapport livré pouvait devenir la base de nouvelles arrestations. À l'été 1944, l'atmosphère de la résidence changea. Le courrier arrivait en retard, les contrôles aux entrées furent renforcés et des avions alliés survolaient plus fréquemment les Alpes. La nuit, on entendait le bourdonnement des moteurs et des explosions lointaines. Le personnel gardait des couvertures chaudes à portée de main en cas d'évacuation d'urgence. En mars 1945, un ordre fut donné de quitter la villa immédiatement. Les femmes de chambre et les secrétaires récupérèrent leurs effets personnels et partirent pour Salzbourg, avant que l'aviation n'attaque le Berghof. Dans les jours suivants, la résidence fut bombardée et partiellement détruite. Ces changements majeurs dans la routine de travail reflétèrent la tension croissante et l'imminence de la fin de la guerre. En 1943, Traud Jung, alors âgée de 22 ans, entra à la chancellerie du Führer comme dactylographe. Après des études secondaires, elle faisait preuve d'une vitesse de frappe exceptionnelle et parlait 4 langues. Sur recommandation de Martin Bormann, elle fut transférée au secrétariat personnel de Hitler. À partir d'octobre 1943, Jung prenait quotidiennement les dictées du Führer. Elle corrigeait les manuscrits à la main, tapait les ordres de concentration des troupes et transmettait à Hitler les rapports sur les opérations du front de l'Est. Chaque feuille était placée par elle-même dans l'antichambre, puis elle disparaissait. Seuls les officiers supérieurs étaient autorisés à parler dans le bureau. Jung notait dans un carnet personnel chaque délai d'exécution, jusqu'à l'heure exacte à laquelle un coursier devait venir récupérer un document prêt. Après l'attentat du 20 juillet 1944, son volume de travail doubla. Tous les documents furent transférés du Berghof au bunker situé sous Berlin, où Jung dactylographia le texte final du testament du Führer. Nous verrons plus loin comment, dans le bunker souterrain d'Adolf Hitler,
La routine administrative était réduite à des gestes formels, derrière lesquels se jouait le destin de milliers de personnes. À la fin du mois d'avril 1945, la situation dans le Führerbunker devint critique. Le 28 avril, Hitler fit appeler Traudl Jung et commença à lui dicter son testament politique et personnel. Jung apportait des corrections sur la version dactylographiée en notant chaque point, la désignation des successeurs, les instructions pour détruire les documents confidentiels et l'ordre de faire brûler les corps. Le lendemain, le 29 avril, Rochus Mich et Erich Kempka arrivèrent dans le bunker. Ils reçurent donc pour mission de creuser des fosses peu profondes dans le jardin de la chancellerie et de préparer une réserve suffisante d'essence. Kempka tenait le registre du carburant. Il nota 150 litres, nécessaires à la crémation complète des corps. Mich assurait la sécurité du périmètre pour que personne d'extérieur ne puisse pénétrer dans la zone de crémation. Le 30 avril, Magda Goebbels, avec l'aide du docteur Stumpfegger, empoisonna ses 6 enfants avec du cyanure, puis prit le poison elle-même et tua son mari. Au même moment, Hitler et Eva Braun mirent fin à leur jour. Il se tira une balle dans la tempe, elle mourut d'un mélange à base de cyanure. Les corps du Führer et de son épouse furent enveloppés dans des couvertures et transportés jusqu'aux fosses préparées. Kempka y versa l'essence et y mit le feu. Les cadavres brûlèrent pendant environ 20 minutes, jusqu'à leur calcination complète. Ainsi se termina, dans le bunker berlinois, l'histoire de l'origine même des répressions du Troisième Reich. Le 1er mai 1945, des unités de l'armée rouge entrèrent dans la capitale en ruine. Les couloirs du bunker étaient déserts. Des fragments de documents déchirés jonchèrent les murs de béton. Les soldats capturèrent seulement des restes carbonisés d'ordre et des lampes de poche vides. Tout ce qui n'avait pas été détruit par les flammes. Parmi les décombres, ils découvrirent des signatures sur les brouillons du testament, des morceaux de journaux et des plannings de rapports qui permirent de reconstituer la chronologie des derniers jours du Troisième Reich. Kempka et Mich, arrêtés à la sortie du bunker, confirmèrent dès leur premier interrogatoire les détails de la crémation, le volume exact d'essence, la profondeur des fosses et le déroulement de la surveillance de la zone. Leurs témoignages devinrent la base des rapports officiels des commissions soviétiques et britanniques. En parallèle, les Britanniques et les Américains déchiffraient les codes et les messages trouvés afin de comprendre l'ampleur non seulement des ordres personnels d'Hitler, mais aussi des routines quotidiennes des services de sécurité. Parmi les personnes arrêtées figuraient également des employés de la résidence, des secrétaires, des cuisiniers, des chauffeurs. Nombre d'entre eux affirmaient ne rien savoir des crimes perpétrés sur le front de l'Est, mais les procès-verbaux d'interrogatoire révélèrent un échange régulier de documents avec l'Office central de sécurité du Reich. Ces matériaux permirent à l'Allemagne et aux Alliés de reconstituer les chaînes de commandement et de répartir les responsabilités entre les membres du régime. Du moment de la chute du bunker jusqu'au début du procès de Nuremberg, il s'écoula un peu plus de 3 mois, mais c'est durant ces semaines que commença le travail de collecte des preuves. On sortait des dossiers des ruines, on extrayait des liasses de rapports, on arrachait les aveux de chacun. Ces bases servirent à formuler les premières accusations contre les commandants du bunker et les proches collaborateurs du Führer, une étape qui transforma à jamais la justice internationale. À l'automne 1945, les documents rassemblés au Berghof et dans le Führerbunker furent remis aux enquêteurs du tribunal militaire international de Nuremberg. Les rapports hebdomadaires des services de sécurité, les registres de carburant et les brouillons du testament permirent de remonter la chaîne de commandement, depuis Himmler jusqu'aux exécutants sur le terrain. Une attention particulière fut portée au témoignage d'Elisabeth Kalhammer. Ses plannings de ménage et l'inventaire des dossiers donnèrent au tribunal une image précise du fonctionnement quotidien du pouvoir du Führer. Le 20 novembre 1945, le tribunal ouvrit ses portes. Le procès rassembla plus de 300 pages de documents dactylographiés et plus de 70 volumes de procès-verbaux d'interrogatoire. L'enquête ne se basait pas sur des récits de témoins extérieurs,
mais sur les annotations rigoureuses des gardes consignées dans les carnets de Calamer, ainsi que sur les rapports de Kemka et Mish concernant la crémation. L'imbrication des documents de gestion quotidienne et des ordres opérationnels prouva que même les employés subalternes étaient au courant des répressions et participaient à leur dissimulation. Au cours du procès, plus de 80 témoins furent entendus parmi les anciens membres du personnel de la résidence et des services de garde. Leurs déclarations permirent d'identifier les noms des membres du cercle rapproché d'Hitler et d'appuyer les accusations par des faits concrets concernant la transmission des ordres. À la fin des audiences, la majorité des accusés reconnut sa participation à l'extermination organisée, orchestrée sous l'autorité du Führer. Les verdicts du tribunal de Nuremberg ont définitivement établi le principe suivant. Nul ne peut invoquer l'ordre supérieur pour justifier un crime contre l'humanité. C'est sur ce fondement que reposent aujourd'hui encore les cours internationales modernes. Dans la dernière partie, nous reviendrons sur l'héritage de ces procès et sur la manière dont le témoignage d'une simple femme de chambre continue d'influencer la mémoire historique. Les documents issus du Berghof et du Führerbunker ont révélé non seulement l'ampleur des répressions, mais aussi les mécanismes concrets de leur exécution à travers les tâches du quotidien. Registre de carburant, protocole de blanchisserie, planning de nettoyage des couloirs. Sur la base de ces archives, une base de données internationale sur les crimes du régime nazi a été constituée dans les années 2000, accessible aux chercheurs et aux défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, les archives d'Elisabeth Calamer sont étudiées par des juristes du Cour pénal international qui établissent les liens entre les procédures administratives et les crimes contre l'humanité. Ces reçus et ces rapports ont permis de mesurer le niveau d'implication du second cercle, des secrétaires aux chauffeurs, et de porter des accusations non seulement contre ceux qui donnèrent les ordres, mais aussi contre ceux qui, par des tâches routinières, couvraient des meurtres de masse. C'est ainsi qu'a émergé la notion de responsabilité civile individuelle. Tout employé dont les actions ont contribué à l'exécution d'un plan criminel peut être poursuivi en justice. Ce principe a servi de base aux enquêtes menées dans l'ex-Yougoslavie, au Rwanda et à Chypre et fait désormais partie intégrante du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les archives de Calamer continuent de s'enrichir de nouveaux matériaux, photographies de l'équipement du bunker, lettres des gardes, schémas de crémation. Chaque détail permet de reconstituer le tableau historique avec des faits concrets et rend impossible toute négation du caractère systémique du génocide. Dans l'épilogue, nous conclurons sur la manière dont les souvenirs d'une femme de chambre ont transformé notre compréhension de la valeur du témoignage et de la responsabilité face aux crimes contre l'humanité. En montrant comment des routines ordinaires sont devenues les maillons d'une machine criminelle, nous avons compris « Aucun rouage du système n'est un simple exécutant innocent ». Que la mémoire du témoignage d'Elisabeth Calamer nous inspire à préserver la vérité historique. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres récits sur les mécanismes du pouvoir et de la responsabilité. Laissez un like et partagez en commentaire les thèmes historiques qui vous intéressent.